Notre place est si utile que nous attendons la file. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au cyclone. Même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Moi, quand je suis parti, on nous avait demandé où nous voulions aller. Alors moi, je dis, c'est dans la marine. La marine. Vous pouvez partir dans la marine. Je suis parti en 16, à bord de la Paillette. J'ai fait les voyages de New York. J'ai 12 voyages par an, en moyenne. En moyenne, 12 voyages par an. Et puis, ça a été comme ça. J'étais canonnier. Canonnier chef de pièce. J'avais ma pièce de sang, de marine, et puis je faisais que ça. On avait deux canons, un devant l'autre derrière, puis des petits alors de chaque côté du bateau. Dans la marine, ce qu'il y a de bien, c'est que vous êtes soit torpilleur, soit canonnier, soit... on a des postes que comme ça, nous, on a chacun son poste. C'est pas comme dans l'armée de terre. L'armée de terre, on change souvent. Tandis que là, non. Quand il y avait un coup dur comme ça, on avait, je vous dis, on n'avait qu'une chose, rester à nos postes d'attache que l'on appelle, sans bouger. On était commandé, on savait ce que l'on avait à faire, c'est tout. Parce que nous, notre travail était de chercher les sous-marins, pas autre chose. Et c'était le travail que nous avions à faire. J'étais jeune d'abord, premièrement, et puis quand même, je me rappelle bien que nous avons été tirés par bateau, nous avons reçu 4 obus sur le bateau. 4 obus, il avait fait du mal, par exemple, parce qu'à bord du bateau, c'est pas épais, ces bateaux, là, c'est comme torpilleur, c'est maigre, comme on dit. On savait exactement, nous avions des ordres, il fallait les exécuter, mais on ne s'occupait pas du reste. On allait se mettre au large, et puis là, on nous distribuait le courrier. Mais quand on était dans les ports, c'est moi qui étais désigné pour aller dans chercher le courrier moi-même. J'étais désigné quand on allait soit en Algérie, en Tunisie, au Maroc, n'importe où, c'était moi qui allais chercher le courrier. La marchandise, l'autre marchandise, on venait nous ravitailler à bord. Mais le gasoil, tout ça, on nous ravitaillait qu'en mer, en pleine mer. Et on était dans la baie d'Odessa. On allait simplement se ravitailler en vivres, en Roumanie, et puis en gasoil ça venait
en gasoil, on allait se ravitailler, c'était des Anglais. Des Anglais, un amiral anglais qui nous tenait le poste. Et il nous avait défendu de prendre quoi que ce soit. Il ne voulait pas nous donner de ravitaillement. On a écrit, bien sûr, à ceux qui nous commandaient à Odessa, à Constantinople. Et alors là, ils ont fait le nécessaire. Ils ont fait le nécessaire, puis nous sommes revenus alors à notre commandement ailleurs. Voilà. Mais sûr, on était 28 dans la commune. On a passé 28, mais il y en est mort 17, je crois. Papa était militaire de carrière, il a fait toute sa carrière à Madagascar. Quand il a pris sa retraite, il est devenu secrétaire de mairie à Monthermé et instituteur à Aubuté. La guerre est arrivée, il avait déjà 5 enfants, 5 filles. Et comme il n'était pas mobilisable, il s'est fait porter volontaire à Épernay pour faire l'espionnage par pigeon voyageur. Les avions français venant d'Épernay déposaient un douanier, un espion, si vous aimez mieux, français, qui prenait les renseignements que les espions ramassaient à droite à gauche, le nombre de soldats qu'il y avait, les marches des troupes allemandes, ainsi de suite, et les confiait dans un petit tube en dessous l'aile d'un pigeon voyageur. Il déposait le panier dans un buisson et les avions venaient rechercher le panier pour l'emporter à Épernay au centre d'espionnage. Comprenez-vous? Mais un jour, il paraît que les Allemands ont découvert le poteau rose, par qui on n'en sait rien, mais en fait ils ont été vendus. Et les Allemands, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont retiré les pigeons français dans le panier, ils ont mis des pigeons allemands à la place. Mon père avait dit à ma mère, tu diras simplement, si on vient me chercher, que j'ai fait les colonies, que je suis atteint du paludisme, que j'erre dans les bois. Tu ne diras pas où je suis. C'est ce que maman a fait quand les Allemands lui ont demandé. Seulement après, ils sont revenus sur une dénonciation formelle cette fois. Ils sont revenus sans motif ni raison. Ils l'ont embarqué le 15 janvier 1915. Ils l'ont emmené à la prison de Charleville. De là, il a passé jusqu'au 23 novembre à la prison de Charleville. Il a été passé à tabac, enfin il a été martyrisé. Et là, ils l'ont envoyé en Allemagne, à Diez-sur-Lahn, où il a purgé 42 mois de forteresse. Quand il a été arrêté, il a été interrogé, et il y en avait une qui faisait partie du service d'espionnage avec lui. Il s'est aperçu que quand elle connaissait l'allemand par cœur, et que c'était une espionne, c'était une Allemande. Elle s'est mise à causer en allemand avec les Allemands, les interrogateurs, et papa a vu que c'était une espionne. L'armistice a été sonné le 11 novembre 1918. Papa était encore dans les prisons en Allemagne. Et c'est la Croix-Rouge qui l'a retrouvé le 23 novembre. Il est rentré en France par la Suisse, dans un sanatorium très malade. Et il a vécu bien difficilement jusqu'au 28 mars 1920, il est mort. Il est mort, il est revenu dans son pays mourir dans les Ardennes, à Revin. Ma pauvre maman, elle est morte en 1917 des mauvais traitements que les Allemands lui ont fait. Elle était martyrisée, puis mon grand-père et ma grand-mère aussi. Ils sont morts tous les deux pendant la guerre, tous les trois pendant la guerre. Quand ils ont venu arrêter papa le 15 janvier, maman a voulu l'embrasser avant de partir. Les Allemands l'ont repoussée à coups de crosse et ils ont tapé dessus. Nous, on a cru qu'elle était morte, elle était par terre. Mais elle n'était pas morte, mais elle était marquée à vie, comprenez-vous. Elle est morte presque aussitôt. Elle est morte exactement le
le jour du printemps, le 21 mars 1917. C'était un homme très bien, très beau. Il faisait dans les plus de 100 kilos, 110 kilos peut-être bien. Mais il faisait 1,92 m. Et quand il est revenu, c'était un squelette. Je faisais que de dire, moi, c'est pas mon papa, ils se sont trompés, je ne le reconnais pas, c'est pas mon papa. Il y a que quand il a dit, allez, mon petit gamin, viens me voir, c'est moi quand même, reconnais-moi, que j'y suis approchée. Quand papa est revenu, il me racontait tout. Il m'a même appris la chanson que son père chantait à la guerre de 70, et je la sais encore. Hein? Mais lorsque la France a compris qu'il fallait prendre les fusils, cocorico, le coq a chanté notre Marseillaise immortelle. Et quand il a battu des ailes au soleil de la liberté, l'école compris d'un long sursaut que devant ses vaines menaces, le coq lançait vibrant d'audace son appel à tous les échos. Debout les gars, cocorico. C'est une chanson de la guerre de 70. Et fantassin qui a fait la guerre. Ça a toujours été, du reste. C'est l'infanterie. Ça a eu de pertes, obligatoirement. Je n'ai jamais tiré un coup de fusil, moi. Je n'avais pas de fusil. J'ai été appelé le 5 avril 1915 au 5e d'artillerie à Besançon. La vraie bataille avec des canons, c'est le travail. Suivant le terrain sur lequel on est, au premier coup, le canon, la bêche, elle l'autre, 1 mètre dans la terre. Hein? Il faut tout relever ça, et puis le niveler pour pouvoir tirer. Parce que où il fallait qu'on aille pour aller conduire, mettre en place les pièces. Il faut pouvoir passer, il n'y avait pas de chemin dans les bois. Hein? Alors on commence par couper tout ce qui est à couper, pour pas installer un canon. Hein? Ah, c'est tout un boulot, ça. Ben, il n'y avait pas d'autre chemin, il fallait qu'on passe par là. Il fallait couper le bois, et puis les morts, il y en a qui avaient 8 jours qui étaient là. Alors, c'était les vieux qui les ramassaient, hein, puisqu'ils les emmenaient. Oui. Oh, ben, il y en a qui traînaient pour que les autres coupent le bois. Eh bien, on se mettait deux, puis on mettait 2-3 mètres à côté, puis c'est tout. Il y en a qui sont restés 8 jours, comme ça. On a eu des morts dans cette bataille de la Somme. Enfin, on a gagné. C'est le principal. Figure-toi, un jour comme ça, on ne savait pas quoi dire, avec un copain de Lyon. On voyait qu'il y avait des civils pas loin. Je m'avançais pour voir. Alors on a vu qu'il y avait un, ils vendaient du vin. C'était pas dans les bouteilles, c'était des cages, des machins comme ça. Oh, mais c'était bon. Bon. Eh bien, au bout d'une demi-heure, en digérant ça,
on était fâchés. Fâchés. Et alors, il y a ce chef qui a commencé à m'insulter. Et moi, j'ai répondu, j'ai dit, c'est pas toi qui l'as payé. Je vois pas. Alors, il a fallu, comme ça se passait devant un conseil, hein, il y avait un colonel. Alors, il fallait répondre. Il posait tellement de questions. J'en avais marre. Vous répondez, je me disais. J'ai dit merde. Un colonel. Tiens. T'as compris? Tiens. Voilà pourquoi j'ai pu de grave. Et puis j'ai tout aussi bien. Il est monté sur le bord de la tranchée parce qu'il y avait l'attaque des Allemands et il est monté avec d'autres collègues pour tirer vers les Allemands. Mais comme il est arrivé sur la chose, un éclat d'obus lui a attrapé tout le visage comme ça, par côté. Il lui a tout enlevé, l'œil, le nez et toute la mâchoire, tout ça, ça pendait. Évacué tout de suite par les Allemands et fait prisonnier en Allemagne, mais on l'avait ramassé comme mort. On l'a mis avec les morts, et puis il a entendu du bruit parce qu'il ne voyait plus. Et il a entendu du bruit, il a fait signe il a dit broute, broute. Ping, ping, ping. Alors la sœur qui était venue là, en bas a dit, mais celui-là, il réclame à manger, c'est qu'il n'est pas pour mourir. Alors ils l'ont remonté avec les blessés et il a été soigné pendant une année, je crois, en Allemagne. Et puis de là, on l'a rapatrié en Suisse. On avait annoncé à mon grand-père qu'il était mort, qu'on l'avait vu tomber, mais enfin on ne lui avait pas dit. Non, non. Et quand elle a reçu de la Croix-Rouge qu'il était vivant, blessé au visage, mais moral très bon. Très bon. Alors elle lui a dit, elle a de suite pensé qu'il était aveugle. Enfin bon, il n'a pas été aveugle, il en manquait un œil. Mon frère aîné avait 4 ans quand il a vu. Et d'ailleurs, quand il est allé pour l'embrasser, il avait la tête toute entortillée de pansements. De tout. Il en a eu peur. Quoi. Là, on y a fait beaucoup de greffes. On y en prenait sur le corps, des morceaux, pour lui greffer sur le visage, pour lui remettre tout en état, quoi, enfin, disons, en état. Il m'a dit, oh, à la fin de l'anniversaire, j'ai plus voulu. Parce qu'il faisait plus d'1 an qu'il était à Paris déjà. Quoi. Il n'a plus voulu, il a dit, je veux rentrer. Ce serait maintenant, ils auraient certainement fait mieux. Mais ce qui a été terrible pour lui, après toute sa vie, vous savez, même pour nous, jusqu'à 6-7 ans, on ne s'est pas trop rendu compte, les enfants. Mais quand on allait à une cérémonie ou une fête, quelque chose, quand mon Dieu, on rencontrait quelqu'un qui avait des enfants, quoi. Maman, papa, tu as vu le monsieur hein? Oh, ben les parents faisaient semblant de ne pas voir. Non, les parents, non, c'était les enfants qui dis, papa, non, maman, tu as vu le monsieur? Il n'est pas beau, le monsieur, il n'est pas beau, le monsieur. Des choses comme ça. Alors quand on entendait ça, ben c'est triste. Et enfin, il faut encore être heureux. Il a quand même vécu jusqu'à 90 ans. Ma mère,
tellement heureuse qu'il soit de retour. En quel état, d'accord. Mais enfin, bon, ben, après, nous, personnellement, dans la maison, son visage, pour nous, c'était... On ne voyait pas la chose, la laideur du visage, quoi. On voyait... non, ça, on n'y pensait pas. Et moi, maintenant, vous voyez, ça me revient maintenant. Quand on était plus petit, que j'étais plus petite. Eh bien, si je vous disais, il n'osait pas, lui. J'étais gênée quand il fallait que j'aille l'embrasser. Vous voyez, j'en ai souffert de ne pas embrasser mon père. C'est pas que... Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi que tu es venu en France? Ben pour la guerre. Tu étais embauché en France, pourquoi faire? Pour la guerre. Oui. Pour travailler pour la guerre. Voilà. Je ne connais pas pourquoi en Chine. Hein. J'ai toujours eu le réponse. Tu es arrivé comment? En bateau, En bateau, en bateau. Alors raconte un petit peu. tu pas de travail, Oui. tu vas aller en cacher en France. 18 Voilà. ans, il vient en France. Ben, c'est-à-dire qu'il... 3 il mois devait voyage, 3 mois voyage. Pas tout anglais. Un grand tour. 9 sous-marins. Côté qui vont y traverser. Oui, escorté. Voilà. 9 sous-marins. 3 devant, 3 derrière, 3 là, 3 là. 9. Il faut de l'avion pour ton petit dent, dans le bateau. Oui. Ah, ils avaient peur, oui, oui. Oh, moi, je n'ai pas peur. Nous n'en fout, manger, tant mieux. Les bateaux me fait peur. Anglais, peur, anglais. En quelle année? 1116. 16. 1116. Oui, Avaté à Marseille. Après, vous voyez à Bordeaux. oui. Travaillé sur le poudrière. À le Bordeaux fini, elle est partie à Thouars. Poudrier toujours. Là où il y a beaucoup de morts, là, les Chinois, là. 1116. La pendule, il y a des carrés là-bas. C'est des Chinois enterrés là-bas. Parce que vient en France, dans le numéro. Oui, Numéro T. oui. Après pas le nom, après le numéro, c'est tout. Oui. Ah ben, c'est le compte de maître français, hein. Oui, mais il y avait d'autres Chinois avec toi. Ah, oh là là, j'ai pas compté ça. Il y a que ça, il y a que Chinois ici. 700 000 Français. Les Français ne pas de la guerre, c'est les Chinois dans le poudrier, dans l'usine, partout. Faux. Les Français ne connaissent pas beaucoup de Français. Oui. Il y a Mais- un interprète. Oui, il y avait les interprètes. Il y avait le Pérou, il faisait l'interprète, lui. Voilà. Hein? Oui. Ils avaient des interprètes chinois. Oh, hein. mais tu ne connais pas parler français, c'est pas écrit. Hein. Oui, mais enfin, il parlait quand même français. Ah oui, parce que lui, c'était moustique et français. Ah oui, Il d'accord. parlait un peu français, mais pas beaucoup. C'est un Quand contrat. on fait les soldats civils, c'était 50 par jour. Voilà, d'accord. Pas jour, hein, Oui. par l'heure. Ben oui, j'ai bien compris. Pas beaucoup, hein. Non. Qu'est-ce que tu dis, le dernier camp chinois, sur lequel il y a des Chinois qui ont travaillé. Faussement, il y a des Chinois qui ont travaillé. Je ne sais pas en français. Personne n'a travaillé. 250 par jour, Oui. t'as 10 heures. Oui. Et puis après, qu'est-ce que tu faisais de tes 2 francs 50? Je sais, ben, ils vont y en Chine, ils vont y en maison. La caserne civile, la Chinois, Dans des baraquements? voilà, Ah bon? pratiquement. Ben, manger le riz, Oui, avec quoi? les riz, les choux, carottes, bon. Manger France, manger belle, là, nous. Bien manger, bien boire. Hein. Boire le coco, pas le vin rouge, ça. Du coco? Coco. Si tu sais qu'est-ce que c'est coco? Non.
La guerre, vous m'avez à manger, Coco. On en a vu. Je me faisais poudre dans l'eau. Oh, ben, il n'y a pas de fête, c'est bon. Qu'on n'a pas de fête. Il veut pas... On n'a pas de fête. Si, si, il y avait les fêtes. Il n'y a que malades qu'on a fête. Malade? Il y a que des malades qui fêtent. L'autre mois, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de dimanche, samedi. Oui, mais Tu as toujours travaillé. tu aurais pu repartir en Chine. Ah oui, oui, oui. Pourquoi tu n'es pas parti? Ben, parce que je connais ton mère. Il y a 600 000 Chinois en France. Il n'y a plus que moi tout sur le vivre. Hein? Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les seuls.